Eh bien, pour poursuivre ce grand thème MOSI consacré aux risques et opportunités export 2023, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anna Boata. Bonjour Anna. Bonjour Sylvain. Vous êtes directrice des études économiques chez Allianz Trade et à ce titre, vous menez une étude annuelle consacrée donc aux plus grands pays exportateurs et les risques qu'ils peuvent rencontrer à l'export. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette étude? Auprès de quel pays est-elle réalisée et depuis combien de temps? Avec plaisir. Nous avons eu la chance d'avoir cette idée de lancer une enquête chaque année en 2020. Donc en fin d'année 2020, au début de la crise de la Covid, on voulait comprendre ce que les exportateurs vont faire pour effectivement se rendre plus résilients face aux grands chocs comme c'était la crise du Covid et avoir aussi leur ressenti par rapport aux perspectives à l'exportation, par rapport aux risques. Et évidemment, voilà, ces stratégies pour devenir beaucoup plus protégés face à ces risques. Et donc, chaque année, on interroge des entreprises dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, bien sûr, l'Italie, l'Espagne. Et cette année, on a inclus aussi la Pologne dans notre périmètre. Et donc, on vise effectivement des entreprises d'une certaine taille. Donc, on va regarder les ETI et les grandes entreprises. On va regarder des entreprises qui sont beaucoup concentrées sur le secteur du manufacturier, puisqu'on regarde à la fois les exportateurs, mais aussi à la fois des entreprises qui produisent à l'étranger, justement pour voir s'il y a eu un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement après la crise du Covid, s'il y a eu une refonte, comme on l'attendait tous après ce choc. Et donc, on regarde effectivement vraiment des critères très spécifiques pour être sûr que notre enquête est représentative de la réalité économique. Une étude qui est quasiment en train de devenir un baromètre en somme. Exactement, un baromètre de sentiments, mais aussi de stratégie finalement quant au risque ou de transformation, si on pense à la RSE, des entreprises, des grandes entreprises dans des pays clés pour le commerce international. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Dans cette dernière vague, quelle est la situation des exportateurs français? Quels sont leurs gains à l'export que vous avez pu constater dans la dernière vague 2022-2023? Bah, écoutez, on a quand même été assez surpris par la résilience des exportateurs français, surtout par rapport à leurs pairs des autres grands pays qui ont été interrogés. Donc au niveau de l'enquête, on avait 70% des exportateurs qui étaient optimistes dans le sens où ils attendaient une augmentation de leur chiffre d'affaires à l'exportation en 2023, alors qu'en France, on est à 76%. Donc on a effectivement plus d'exportateurs français qui attendent cette hausse à l'exportation. C'est quand même moins que ce qu'on a pu voir l'année dernière, évidemment, à peu près 10 points de moins au niveau de notre enquête au global. Mais en France, c'est plutôt stable. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, évidemment, il ne faut pas se réjouir juste par rapport à une hausse. Il faut aussi regarder de combien les exportateurs attendent que leur chiffre d'affaires augmente. Et effectivement, la majorité, dans l'ensemble des pays qu'on a interrogés aussi en France, ils sont plutôt sur un chiffre d'affaires en croissance de 2 à 5%. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau puisque sur les 2 dernières années, on était plutôt à 15. Donc vous voyez, c'est quand même 3 fois moins. Effectivement, on attend une augmentation de chiffre d'affaires, mais modérée. Après, effectivement, on est dans un environnement assez étonnant puisque le commerce mondial, il est en récession technique. Depuis la fin de l'année dernière, depuis le 4e trimestre 2022, on a des échanges de biens qui se contractent. Et donc, on pourra encore voir cette tendance puisqu'on est dans un environnement de surcapacité, surtout dans le secteur du manufacturier, avec une demande qui s'affaiblit. Mais en contrepartie, on a des services, eux, qui sont très dynamiques. Puisqu'on a encore quelques effets de rattrapage après la Covid et parce qu'on a encore quelques poches de résilience du côté des excès d'épargne des ménages, excès de liquidité des entreprises. Donc effectivement, on est dans cet environnement un peu hétérogène entre les biens qui sont en récession, les services qui sont encore florissants, mais probablement ça ne va pas tenir longtemps. Et dans cet environnement-là, les exportateurs français, nous, en tout cas, dans nos attentes, on est plutôt sur un gain en exportation de 20 milliards d'euros cette année. 20 milliards d'euros,
C'est ni peu ni beaucoup, Ouais. parce qu'en fait, dans une année vraiment florissante comme l'année dernière, on était plutôt sur 50 milliards. Ouais. Et surtout, c'est très concentré, encore une fois, sur les services. Donc, on a à peu près la moitié qui est concentrée sur les services. Et après, on a des secteurs qu'on connaît très bien, l'agroalimentaire, tout ce qui est machines-outils, un peu de métaux, parce que bon, c'est un petit peu aussi un effet inflation ou prix qui joue dans ces 20 milliards d'euros. Mais clairement, on est concentré clairement sur les services cette année et sur des marchés un peu traditionnels comme l'Allemagne, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie. Donc, on a aussi une certaine concentration sur certains marchés qui sont à proximité, plus ou moins en tout cas, de la France. Et de manière globale, comment est-ce que vous expliquez cette, on peut peut-être pas parler d'optimisme, mais en tout cas de résilience, de résistance française par rapport à des pays similaires, comme vous le disiez, l'Allemagne? Est-ce qu'il y a des facteurs plus structurels ou plus conjoncturels qui expliquent ce phénomène? Ce qu'on a pu voir dans l'enquête, c'est que les pays où il y avait une grande part des exportateurs pessimistes étaient aussi les pays qui ont le plus souffert après la crise énergétique. Donc, effectivement, les aides publiques pour diminuer le coût, les pertes de pouvoir d'achat, les pertes en termes de rentabilité des entreprises liées à la crise énergétique et la forte hausse des prix de l'énergie ont joué leur jeu. Parce qu'on a eu à peu près 3% du PIB qui ont été quand même dépensés l'année dernière pour les boucliers. Et donc, on sait, en plus, on a une visibilité, on sait que c'est une politique qui va être poursuivie. Alors que, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'optimisme était beaucoup plus faible. Donc, on pense que les mesures étatiques ont joué leur rôle, et non seulement en 2022, mais aussi depuis la crise de la Covid. Aujourd'hui, si on regarde la trésorerie excédentaire des entreprises françaises, certes, elle est probablement très concentrée, encore une fois, sur des grandes entreprises et dans certains secteurs. Néanmoins, on parle de plus de 200 milliards d'euros en excès depuis 2019, et c'est plus que ce qu'on a en Allemagne, à peu près 180. Donc, effectivement, sur une taille plus grande de l'économie. Donc, on a encore quelques poches de résilience. Côté ménage aussi, on a 80 milliards d'euros encore d'excès d'épargne qui empêchent l'économie française de tomber en récession, puisque l'Allemagne, par exemple, elle est déjà dans une récession technique, et les derniers indicateurs nous suggèrent que peut-être même au troisième trimestre, on aura peut-être une croissance négative. Et après, il y a aussi cette ouverture vers les exportateurs, puisque on est quand même très concentré Europe, États-Unis, pareil, avec une résilience plus forte qu'attendue, alors qu'un marché comme l'Allemagne est très ouvert vers l'Asie, vers la Chine, qui aujourd'hui en pâtissent notamment du fait de ces surcapacités et de ces ajustements, de cette réorientation des biens vers les services. Et donc, ça peut expliquer, à mon avis, pourquoi on a cette résilience en France par rapport aux voisins ou aux autres pays interrogés. On a assisté aussi ces derniers mois à la fin du quoi qu'il en coûte et des aides publiques à l'égard des entreprises face à la situation du Covid. Est-ce que cela a joué en partie du côté des exportateurs français? Notamment, est-ce que les attentes des exportateurs français à l'égard des pouvoirs publics ont été modifiées par cette nouvelle donne? C'est une très bonne question, puisque l'année dernière, si vous voulez, la deuxième source de financement des exportateurs interrogés, après le cash flow, la trésorerie en français, c'était effectivement l'aide publique. Donc on attendait encore beaucoup de la part des gouvernements l'année dernière. Certes, c'était aussi après le début de la guerre en Ukraine, donc ils voulaient faire passer un message très fort. Cette année, les aides publiques passent en 5e place. Donc on a tout ce qui est cash, toujours, première source de financement, prêts bancaires et les termes de paiement. Les termes de paiement, quelque chose qui n'était pas cité jusqu'à maintenant, revient dans le top 3. Et c'est en fait la vie d'une entreprise finalement. Et c'est compréhensible aussi. On a eu effectivement ces aides vraiment ciblées pour la crise énergétique, mais aujourd'hui on rentre dans une phase de consolidation budgétaire. Et ce n'est pas que le cas de la France, mais c'est aussi le cas des États-Unis ou de l'Europe dans son ensemble, même la Chine. On est face à des vulnérabilités qui sont très élevées, qui commencent à être un petit peu testées dans un environnement où les taux commencent à vraiment augmenter fortement. Donc on a certes en France aussi une certaine résilience par rapport au financement bancaire,
beaucoup plus qu'en Italie, en Espagne, où les banques sont beaucoup plus fragiles. Ouais. Mais néanmoins, aussi au niveau de l'État, aujourd'hui, on paye beaucoup plus de charges d'intérêt, donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir soutenir le secteur privé. Et donc, on a compris que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais c'est toujours quelque chose qui reste quelque part, donc en cas de nouvelles crises. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un certain réalisme qui revient de la part des exportateurs, qui reviennent sur des sources de financement beaucoup plus traditionnelles. Oui, un retour à la normale, en fait, finalement, pré-Covid, de la part des exportateurs. Dans votre enquête, là, vous calculez un indicateur des risques d'impayés, ce qui permet d'identifier certains marchés à risque dans lesquels évoluent les exportateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la France ? On retourne à la normale aussi, puisque depuis l'année dernière, en France, on a une normalisation aussi du risque de non-paiement, puisque les défaillances d'entreprises augmentaient déjà à 2 chiffres l'année dernière en France. Et donc, on a cette poursuite de l'augmentation du risque d'impayé qui se voit aussi dans cette enquête. Donc, on a effectivement demandé la part, ou en tout cas, on a compté, si vous voulez, le nombre d'entreprises qui étaient inquiètes par rapport au risque d'impayé. Et pour la France, c'est le premier risque qui a été cité. 75% des exportateurs français voient le risque d'impayé comme étant le plus élevé. Donc, on parle des exportateurs. Donc, effectivement, au niveau mondial, déjà, les défaillances d'entreprises vont augmenter de 21% cette année, avec des normalisations qui ne séparaient pas. Les États-Unis, l'Allemagne, on était à des niveaux très, très faibles, anormalement faibles des défaillances d'entreprises. Depuis le début de l'année, il y a un retournement, mais aussi en ce qui concerne la France en domestique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur des marchés encore un peu résilients, puisqu'on calcule aussi un indicateur. Donc là, on a 40% qui aussi, donc les 75% qui sont inquiets du risque d'impayé, mais aussi 40% qui sont inquiets des rallongements des termes de paiement. Parce que d'abord, on passe par des délais de paiement plus longs avant d'avoir des impayés. Mais à l'exportation, en tout cas par rapport à la structure à l'exportation de la France, on calcule un indicateur d'impayés sur les principaux marchés. Et on est plutôt sur du 19% d'augmentation alors qu'on est à plus de 40% en France. Donc on peut dire, et à 21% au niveau mondial, donc on peut dire qu'il y a une certaine résilience aussi sur le risque d'impayé sur les principaux marchés à l'exportation de la France, ce qui peut encore une fois expliquer pourquoi ils sont peut-être un peu plus optimistes que leurs pairs. Très bien. Là, si on prend un peu de hauteur, à moyen et long terme, bon, dans un contexte que l'on connaît, hein, qui est marqué par à la fois la guerre en Ukraine, qui est marqué par le retour de l'inflation dans les économies, par la hausse importante du prix des matières premières, quelles stratégies peuvent avoir les exportateurs français à moyen et court terme dans ce contexte ? Bon, c'est ce qu'ils ont compris depuis la crise de la Covid, c'est qu'il faut se préparer. Donc, il faut être prêt. Ça veut dire quoi? Il faut avoir en place une stratégie de visibilité et de transparence quant à la chaîne de valeur, connaître ses fournisseurs et avoir un plan B si le choc se produit et il y a une disruption sur l'intégralité de la chaîne de la valeur et on est incapable de pouvoir produire et par la suite vendre les biens. Donc on a vu dans cette enquête qu'il y a une prise de conscience quant à l'implémentation de ces stratégies de résilience et ça c'est une bonne nouvelle. Après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas vraiment vu la vague de relocalisation qu'on attendait ou la vague de changement vraiment de toute la panoplie de fournisseurs que les entreprises ont. Il y avait à peu près 60% en 2020 d'entreprises dans l'ensemble, même en France, dans l'ensemble de l'enquête, mais aussi en France, qui pensaient changer le fournisseur, relocaliser la production dans le pays d'origine. Et en fait, seulement 25% dans l'ensemble sont passés à l'acte, 30% en France, donc c'est un peu plus, mais ça reste quand même beaucoup plus timide que par rapport à ce qu'on a pu croire en 2020, quand on se préparait tous à un nouveau monde.
Certes, aujourd'hui, les entreprises, ou en tout cas depuis 2021, sont passées à une stratégie au cas où, le just in case, plutôt que d'avoir des chaînes tendues, le just in time. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux de financement, avec l'inflation aussi dans les entrepôts et tous les services autour de la logistique, c'est très cher de garder des stocks très élevés. Ouais. Et dans un environnement où la demande continue de s'affaiblir, aujourd'hui, toutes les entreprises sont plutôt en train d'écouler leurs stocks. Ouais. Et donc, on est dans cette phase où on revient finalement à une réalité financière qui est que, bon, quand on n'anticipe pas un choc, et aujourd'hui, on est plutôt en fin de cycle, donc c'est juste un ajustement, peut-être avec une récession sur certains marchés, mais pas un choc majeur. On revient sur ce qu'on connaît, puisque on doit protéger notre rentabilité et nos marges. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ce qu'on a pu voir quand même, dans les relocalisations qui ont été faites, une certaine vague européenne. Donc, comme on l'attendait, ceux qui ont relocalisé, certes que 25% d'entre eux au total, ou 30% en France, sont plutôt venus en Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest. Donc, on assiste quand même à un léger raccourcissement des chaînes de valeur, mais qui n'est pas malheureusement de grande ampleur, comme on aurait pu le croire. Et c'est vrai que là, on se rend compte dans les souhaits, finalement, puisqu'on parlait des aides étatiques, dans le souhait des exportateurs, le grand problème, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, en France, mais pas seulement, le premier souhait, wish list des exportateurs, c'est de pouvoir avoir des politiques publiques qui les aident à réembaucher des gens, à les former, réallouer à des secteurs en forte demande. Et c'est vrai qu'on a des contrats d'apprentissage qui marchent très bien, et d'ailleurs la France peut être vue comme un exemple pour ça, mais on n'est qu'au début d'un règlement d'un problème qui devient structurel. Et c'est vrai qu'on parle moins d'aide financière directe et plutôt d'une aide, d'une politique qui rassemble les talents et la main-d'œuvre pour justement permettre aussi une relocalisation de la production ou des changements de fournisseurs de plus grande ampleur. Très bien. Et en matière de ESG ou de responsabilité sociale et environnementale, est-ce que ce facteur joue d'une manière ou d'une autre dans les projections d'export des entreprises françaises? Bon, c'est mitigé comme bilan, je dirais, parce que je pense que les transformations, encore une fois, arrivent dans un moment où il y a d'autres priorités. On a eu la crise de la Covid, donc la priorité, c'est la continuité de l'activité. Et là, on arrive aussi dans un environnement où les taux d'intérêt vont atteindre un pic qui sera probablement autour de 5%, quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis des décennies. Et donc, dans ce contexte-là, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils priorisent, bah forcément, ils sont pragmatiques, ils vont prioriser la continuité de l'activité plutôt que la transformation ESG. Néanmoins, la plupart, 85%, ont pris conscience, comprennent ce que c'est la transformation ESG et commencent en fait à vraiment visualiser quels sont les changements vraiment structurels qui doivent opérer. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux en France qu'ils peuvent être aux États-Unis, en Italie ou en Espagne. Donc, on est quand même mieux d'un point de vue théorique que les autres grands pays. Mais encore une fois, quand il faut passer à l'acte, il y a un certain coût derrière. Donc, on n'est qu'au début du stade. Et je pense que pour ça, la réglementation fera son travail puisqu'on a toujours besoin d'un petit coup d'accélérateur. Bien, bah très bien. Donc, à défaut d'une exception française, en tout cas, c'est à une résilience française à laquelle on assiste à travers le baromètre que vous avez présenté, même si elle est fragile. Eh bien, Anna, je vous remercie de nous avoir apporté votre éclairage sur donc, la situation des exportateurs français. Merci. Et quant à moi, je vous invite à continuer à parcourir les éclairages de nos experts dans le cadre du TEMA MOSI sur les risques et opportunités à l'export 2023.